L'eau est une ressource dont nous pouvons encore disposer à tout moment, mais elle menace de se raréfier. En cause, le changement climatique et les prélèvements industriels. Tout le monde se pose, c'est où passe l'eau des ruisseaux, des rivières? Elle s'en va pas toute seule. Quelqu'un s'en sert. Qui? On ne sait pas. Les producteurs d'eau en bouteille, qui pompent parfois directement dans nos réserves d'eau potable, sont sous le feu des critiques. Maintenant, en France, il faut faire comme au Bénin. Eh bien, il faut faire en sorte qu'on économise chaque goutte d'eau dans notre pays. La bataille pour l'eau a commencé. Nous ne voulons pas en arriver à des situations comme en France. Les ressources en eau souterraine doivent absolument être préservées pour assurer l'approvisionnement de la population. À qui appartient l'eau? L'eau, c'est la vie. Marchandiser l'eau, c'est vouloir faire de la marche sur la vie. C'est complètement fou. Nestlé, Danone, Coca-Cola. Les grands producteurs d'eau en bouteilles plastiques font l'objet de critiques grandissantes. On a demandé une commission d'enquête parlementaire parce que nous sommes inquiets sur la situation de l'eau, parce que nous disons que l'eau est l'enjeu numéro 1 du 21e siècle, puisque 3 jours sans eau, et nous sommes morts. Les paysages autour de Volvic sont marqués par la silhouette des volcans d'Auvergne. Le groupe Danone y prélève de l'eau minérale. Alles begann, als ein Vulkan aufhörte, die Landschaft zu verwüsten, neues Leben zu schaffen. Nutzte all seine Stärke, Regen durch 6 Schichten Vulkangestein zu filtern. Eine natürliche Quelle des Lebens, die uns dazu inspiriert, das Gleichgewicht der Natur zu bewahren. Volvic, einzigartiges natürliches Mineralwasser. Mais depuis plusieurs années, le débit des ruisseaux autour de Volvic ne cesse de baisser. Les habitants de la région incriminent Danone, qui a même augmenté ses prélèvements pendant des périodes de sécheresse en été. Un rapport de cause à effet récusé par la multinationale. La ville de Vittel, dans le Grand Est, connaît elle aussi des pénuries d'eau. Mais au lieu de demander à Nestlé de suspendre ses prélèvements, les autorités ont proposé d'acheminer de l'eau pour la population via un pipeline. L'opération devait coûter plusieurs millions d'euros. Une plainte a été déposée au tribunal pour prise illégale d'intérêt. À Lüneburg, dans le nord de l'Allemagne, Coca-Cola puise de l'eau minérale depuis de nombreuses années. Après que le géant américain a annoncé son intention de construire un 3e puits pour augmenter ses prélèvements dans la nappe phréatique locale, les habitants de la ville ont décidé de résister. À Volvic, Vittel et Lüneburg, des citoyens s'opposent à l'embouteillage des eaux souterraines. Ils font face à des multinationales puissantes qui comptent parmi les principaux employeurs de leur région. Faut-il réellement s'inquiéter pour notre eau potable ? À Volvic, Danone promet de ne prélever que les quantités d'eau que la nature est capable de reconstituer. Une promesse accueillie avec scepticisme par de nombreux habitants. Sylvie Levadou est garde-pêche. Elle est en contact avec les pêcheurs locaux et surveille le niveau des cours d'eau autour de Volvic. Dans cette rivière, on avait des beaux coins de repeuplement comme ces pierres. Donc quand il y avait de l'eau qui arrivait à peu près, on va dire que l'eau arrivait à ce niveau, donc ça venait à peu près par là, on va dire à mi-pierre. Et quand on regarde sous les pierres, ça fait de la cachette. Donc la truite, ce qu'elle fait, elle vient pondre dans ces cachettes, ça fait de la frayère. Tous les animaux sauvages ne vont pas pouvoir venir les manger. Elles seront vraiment cachées. Et toutes ces bébés truites, elles vont devenir adultes. Et c'est ce qui va nous donner un milieu piscicole vraiment très très riche. Et à l'heure actuelle, il n'y a pas d'eau, donc il n'y a pas de poissons. Donc c'est dommage, je ne peux pas vous y montrer. La question que je me pose, c'est où est passée cette flotte? Qu'est-ce qu'elle est devenue? Est-ce qu'elle va revenir? Est-ce qu'on va retrouver notre ruisseau qu'on avait il y a 2 ans, 3 ans?
Mais dans combien de temps, je ne sais pas. Donc l'eau a disparu. Quelqu'un la prend? Qui? Je ne sais pas. À 2 pas de l'usine Volvic du groupe Danone se trouve la plus ancienne pisciculture d'Europe. En temps normal, l'eau qui alimente la quarantaine de bassins provient d'un petit ruisseau. Cet élevage piscicole, classé monument historique, est détenu depuis plusieurs siècles par la famille d'Édouard de Féligonde. Et depuis 3 ans, les bassins sont littéralement à sec. Mais démontrer le lien entre les prélèvements d'eau par Danone et l'assèchement du ruisseau n'est pas simple. Vous voyez là, il n'y a quasiment plus d'eau. Donc là, vous êtes à la source de la grotte, qui est malheureusement complètement vide. Cette propriété a toujours connu l'eau, depuis toujours. Et depuis 1995, l'eau a diminué petit à petit. Nous élevions 60 tonnes de poissons. Et maintenant, par manque d'eau, nous n'avons plus aucun poisson. Vous voyez, les bassins qui sont juste là, là, ils étaient pleins. Vous êtes le 20 août 2018. Et vous voyez un des enfants qui vient de pêcher une de nos truites. Et il a l'air d'être très heureux d'avoir pêché son poisson. Hein. Regardez, des poissons en très bonne santé. C'était la maison du bonheur. Vous aviez des gens, même d'Allemagne, qui venaient. C'était magnifique. Et aujourd'hui, c'est un désastre, par manque d'eau. C'est incroyable. Ce patrimoine culturel est aujourd'hui menacé, tout comme la survie économique de l'entreprise familiale. Édouard de Féligonde estime son préjudice à plusieurs millions d'euros. Il en impute la responsabilité à Danone qui extrait l'eau et à l'État français qui autorise ces prélèvements. Il y a 2 ans, il a engagé une action en justice contre Danone et contre les autorités. Il veut être dédommagé. Tout ça pour mettre de l'eau en bouteille de plastique exportée à 70%. Voilà. Interrogé sur la question, Danone fait savoir que seule la moitié de ces bouteilles sont actuellement destinées à l'exportation. La société refuse pourtant les interviews filmées et ne veut communiquer que par écrit. Elle affirme agir en acteur responsable et aurait considérablement réduit ses prélèvements depuis 2018. Ceci serait aujourd'hui de 19% en deçà des quantités autorisées. Des déclarations qui ne convainquent pas l'avocate d'Édouard de Féligonde. Ministre de l'Environnement dans les années 1990, Corinne Lepage est aujourd'hui une avocate renommée pour les questions écologiques. Selon Corinne Lepage, Danone tarderait à envoyer des documents essentiels aux experts de l'État. Mais d'ores et déjà, de nombreux éléments suggèrent un lien entre les prélèvements massifs de Danone et l'assèchement des bassins piscicoles. Si nous n'avions pas des éléments tangibles, nous n'aurions jamais obtenu une expertise pour chercher les causes. Voilà. Donc il y a des éléments, effectivement, outre l'assèchement que tout le monde peut constater de la pisciculture, qui était encore une fois non seulement une activité économique du château, mais un lieu social, un lieu convivial extrêmement important pour cette région. Corinne Lepage n'en dira pas plus, pour ne pas interférer dans la procédure en cours. Mais elle admet que beaucoup de questions restent sans réponse. On a un problème de transparence. Il y a d'abord quelque chose qui est très choquant, c'est que voilà 3 ou 4 ans que l'État a délégué à la Société des eaux de Volvic le soin de collecter toutes les données. En principe, c'est un travail public de faire ça, pas privé. Et par-dessus le marché, c'est la Société des eaux de Volvic qui fait son autocontrôle. Autrement dit, elle s'autocontrôle sur des données qu'elle a elle-même relevées. C'est pas possible. C'est pas possible comme système. Ensuite, on a toutes les peines du monde à obtenir les données. Et c'est pas normal. C'est Danone qui collecte les infos et qui choisit quelles informations sont distribuées. Je suis intervenu en comité, puisque j'étais à l'époque invité lors de ces comités. Je suis intervenu pour signaler certaines erreurs, certaines données qui n'étaient pas prises en compte, mais mon intervention n'est pas reprise dans le compte-rendu.
Sur la réunion suivante de 2020, je n'ai pas été invité. Donc pour moi, c'est très nébuleux, c'est très flou. Ça me paraît être discordant avec le principe même d'un comité de suivi de cette ressource pour le bien-être de la collectivité. En tant que responsable politique local, Jacques Lamy connaît parfaitement les problèmes liés au prélèvement de Danone. Jusqu'à la mi-2020, il dirigeait le principal syndicat d'achat d'eau potable de la région de Volvic. Pendant plusieurs années, il a aussi été membre du comité de contrôle de Danone, avant de le quitter suite à ses nombreuses critiques contre la multinationale. Danone rejette fermement ces accusations et se défend d'avoir manipulé des chiffres ou dissimulé des informations. Une thèse rédigée en 2012 et cofinancée par l'entreprise indique pourtant que les prélèvements de Danone ont une incidence sur une durée de quelques jours sur le débit de la nappe phréatique. Nous avons contacté le directeur de cette thèse, qui nous a informé qu'à la demande de Danone, celle-ci devait rester confidentielle jusqu'en 2022. Nous avons pu par ailleurs consulter un document interne à l'entreprise daté de 2017, selon lequel les activités de pompage auraient impacté une importante station de captage d'eau potable. Ces dernières années, les extractions d'eau de Danone ont été particulièrement importantes durant les étés. Pour sa défense, l'entreprise avance qu'elle a toujours respecté les seuils de prélèvement et elle fait valoir que la nappe phréatique amortit les fluctuations saisonnières. De nombreux agriculteurs de la région sont vent debout contre Danone. Les restrictions d'eau qui leur sont imposées durant l'été entraînent des baisses de récolte. C'est notamment le cas pour Valérie et Martial Verdier, deux agriculteurs bio. Les pommes sont beaucoup plus petites, normalement elles devraient être 3 fois plus grosses. Hein. On est frustrés parce que bon, depuis 10 ans, on perd quand même 30% de nos récoltes parce qu'on n'obtient pas le calibre qu'on veut. Commercialement, pour y vendre, ça ne sera pas facile. Hein. Et il est certain que si ça continue, il faudra peut-être bien changer de culture. Hein. Parce que les petites pommes comme ça va encore pour les enfants, mais voilà, les adultes, ils veulent que des beaux fruits. Voilà. On se pose quand même beaucoup de questions parce que depuis de nombreuses années, la sécheresse certes, c'est sûr que le changement climatique y est pour quelque chose, mais il doit y avoir aussi d'autres problèmes parce que ce manque d'eau, on ne comprend pas vraiment. Tous les ans, les ruisseaux baissent. Tous les ans. Depuis quelques années maintenant, ils baissent constamment. Donc on est obligé d'éclaircir sévèrement. Sinon, les arbres, sans eau, ils n'amènent pas les pommes, hein, ça ne grossit pas. Hein. Je trouve que c'est un petit peu injuste. Donc nous, on nous demande de déclencher nos arrosages à des moments précis s'il y en a vraiment besoin et de faire attention. Ça dérange un petit peu quand même. Et à côté, pour nos générations futures, qu'est-ce qu'on va leur laisser ? Qu'est-ce qu'on va leur laisser ? Comme Valérie et Martial Verdier, de nombreux agriculteurs se sentent abandonnés par l'État. À Vittel, les tensions se sont exacerbées. Deux camps se font face. D'un côté, la multinationale agroalimentaire suisse Nestlé. L'eau de Vittel est mondialement connue et lui rapporte chaque année des centaines de millions d'euros. Face à la menace de pénurie, les élus locaux ont envisagé de construire un pipeline pour acheminer de l'eau depuis les communautés voisines plutôt que de fermer le robinet à Nestlé. De l'autre côté, de plus en plus de Vittellois reprochent à l'entreprise d'être en partie responsable de la diminution de leurs réserves d'eau potable. Actuellement, un collectif citoyen lutte pour une répartition plus équitable de l'eau. Il demande que Nestlé réduise ses prélèvements dans la nappe phréatique profonde, qui constitue le réservoir d'eau potable de la population, et dont le niveau baisse dangereusement depuis des décennies. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a une cinquantaine d'années, on fabriquait 400 millions de bouteilles à Vittel. Aujourd'hui, c'est 1,6 milliard. Donc évidemment, oui, le trafic routier a augmenté de façon considérable. Il y a eu une panne informatique il y a 1 année et demie environ. En quelques heures, 400 camions étaient bloqués sur la route. Ça donne une idée du flux de véhicules. Et il faut rajouter aussi les bouteilles qui quittent par train. Donc il y a plusieurs trains qui partent chaque jour pour aller livrer de l'eau, en particulier d'ailleurs en Allemagne, en partie par voie ferrée et en partie par camion. On a une belle petite vallée des Pyrénées
et qui va être engorgé de camions demain. Mais ça donne une idée du pillage de la ressource de l'eau du secteur. Que Nestlé commercialise d'importantes quantités d'eau potable, ce n'est pas contesté. Mais le groupe doit consentir à des économies d'eau. L'entreprise affirme que depuis 2010, les prélèvements dans la nappe profonde ont été volontairement réduits de 46%. Récemment, le directeur du site déclarait pourtant que les volumes prélevés dépassaient la capacité de recharge de la nappe. Nous sommes présents dans la région depuis plusieurs décennies. Nous prélevons davantage que le permet l'alimentation naturelle du système. Chaque année, la nappe phréatique des grès du Trias inférieur est en déficit, et ce depuis 30 ans. La situation n'est donc pas nouvelle. Un aveu étonnant de la part d'une multinationale qui se définit comme durable. Pour verdir son image, Nestlé a promis d'investir 120 millions d'euros dans la régénération des écosystèmes. Un effort dont Vittel bénéficiera en priorité. Un centre éducatif dédié à l'environnement a été créé dans un parc de la ville appartenant à Nestlé. Il est géré par l'association La Vigie de l'eau, qui dit fournir des informations indépendantes sur le thème de l'eau. Or, l'association a reçu plusieurs versements d'argent de la part de Nestlé, notamment pour une exposition sur les eaux souterraines. La justice reproche même à l'association de faire du lobbying en faveur de Nestlé, ce que la Vigie de l'eau dément. Donc la cible, c'est bien les enfants des écoles. C'est accablant parce que sur les petites tables des enfants, il y a des bouteilles plastiques marquées Vittel. Ouais. Mais ce qui est grave dans l'endoctrinement, c'est qu'on aborde ça de manière scientifique. Donc on est dans l'enrôlement des enfants très très précocement. Le mieux, c'est 4-5 ans. Après, t'en fais ce que t'en veux. La Vigie de l'eau, elle intervient dans le primaire, mais aussi au collège, elle intervient dans le lycée, elle intervient au lycée agricole de Mirecourt. Avec les conférences. Ce qui lui a permis de toucher 3500 enfants dans des écoles en 2019. C'est un petit chiffre qu'on a retenu, quoi. La Vigie de l'eau, qui a été largement financée par Nestlé lorsqu'elle a été créée, puisqu'aujourd'hui, la Vigie de l'eau est accusée de prise illégale d'intérêt. C'est la caution scientifique de Nestlé. Nous, on parle d'une officine de Nestlé, parce qu'on pense que ce n'est pas du tout une association indépendante. Son rôle, c'est de se charger du lobbying de Nestlé dans les milieux éducatifs et culturels. Une porte-parole de la Vigie de l'eau déclare qu'aucun employé de Nestlé n'a jamais influencé le travail de l'association de quelque manière que ce soit. Elle ajoute qu'elle espère un procès équitable pour mettre un terme à la polémique. Pour Nestlé, la Vigie de l'eau est connue pour sa rigueur et son expertise scientifique. C'est pourquoi le groupe a subventionné l'association, notamment pour une exposition. Des employés actuels et anciens, précise Nestlé, s'investissent dans l'association à titre privé. Aurore Chéniaud est professeure de droit à l'Université de Paris-Nanterre. En 2020, elle s'est rendue à Vittel pour y faire des recherches. Selon elle, l'exemple de la CLE, la Commission locale de l'eau, illustre parfaitement les problèmes juridiques liés à l'eau. On devient le premier employeur de la région, bien évidemment, les habitants travaillent chez Nestlé. Donc il y a des conflits d'intérêts multiples qui se génèrent. Les habitants participent au conseil municipal, ils participent à la vie associative, c'est-à-dire que quand la commission locale de l'eau se réunit, il est très difficile de mettre à jour qui soutient véritablement qui. Les personnes sont multicasquettes. Ils sont à la fois l'époux ou l'épouse de quelqu'un qui travaille chez Nestlé, à la fois des usagers de l'eau potable, à la fois des agriculteurs. Voilà. Donc c'est très difficile d'organiser une gouvernance saine de cette ressource en s'appuyant exclusivement sur la population locale. Pour pouvoir garantir la ressource, il faut d'améliorer la représentativité des scientifiques, des personnes qui ne sont pas aux prises de conflits d'intérêts qui sont peut-être inévitables. Il ne s'agit pas de jeter la pierre aux populations qui sont là. Il faut simplement s'assurer que l'eau est protégée pour elle-même et pas simplement pour les usagers qui l'utilisent. Et ça, c'est quelque chose qui n'existe pas encore complètement en droit français. Acheminer de l'eau potable à Vittel via un pipeline de plusieurs millions d'euros pour que Nestlé puisse continuer à pomper. Telle était la solution proposée par la Vigie de l'eau et d'autres acteurs locaux. Dans un premier temps, les autorités avaient accepté l'idée. Après de nombreux débats,
le projet a finalement été écarté. Mais judiciairement, l'affaire n'est pas encore terminée. Le collectif citoyen a contacté l'association anticorruption Anticor et une plainte a été déposée en 2016. Marcel Claude est militant anticorruption. Il a siégé au conseil d'administration d'Anticor jusqu'en 2020. Il s'est occupé de cette affaire. Selon lui, la commission locale de l'eau s'est prononcée en faveur du projet de pipeline parce que sa présidente était mariée à un cadre de Nestlé, qui était aussi président de l'association Vigie de l'eau. On ne peut pas être à la fois donc, juge et partie. Et c'est ça, c'est ça qu'on s'aperçoit dans cette affaire-là, c'est que Nestlé, bien entendu, en créant la Vigie de l'eau, en utilisant donc, la clé où la présidente est la femme donc, d'un cadre de chez Nestlé, en fait, tous les dés sont pipés, ils ont tout simplement. Donc la décision, on sait d'avance qu'elle peut être que dans le bon sens et que dans le sens de Nestlé, automatiquement. Le procès pour prise illégale d'intérêt s'est ouvert le 15 septembre 2021. À Volvic aussi, l'eau se raréfie. Le groupe Danone en extrait de plus en plus et le nombre d'habitants augmente. Par ailleurs, d'importantes quantités d'eau sont perdues en raison de la vétusté des canalisations. Durant l'été 2020, la situation était telle que les autorités, craignant de manquer d'eau pour leurs administrés, ont décidé d'intervenir. La communauté de communes a gelé les permis de construire dans certains secteurs de Volvic et dans certaines banlieues, avec effet immédiat. À la mi-2021, les permis en cours ont finalement été réactivés. Mais sur la colline de Volvic, les nouveaux projets de construction sont aujourd'hui interdits. Début 2021, 2 personnes concernées par le gel provisoire des constructions ont accepté de témoigner, à condition que leur nom ne soit pas cité. Bonjour Sarah. Bonjour, comment ça va? Ça va et vous? Ça va, merci. Allez-y. Ça va comment depuis la dernière fois? Eh ben, le projet n'avance pas, de toute façon. Malheureusement, après avoir acheté le terrain, on a reçu en fait la lettre du préfet qui allait nous prévenir qu'ils allaient nous retirer en fait le permis. Ouais. Voilà. A priori, il n'y a pas assez d'eau en fait pour les nouveaux habitants. Ça, c'était notre permis de construire, celui qui a depuis été annulé. Je suis dans le même problème. On avait acheté un terrain en 2019, on voulait faire construire. Donc, surprise, on n'a pas le droit de construire sur notre terrain à bâtir. Considérant que le réseau d'adduction aux eaux potables est insuffisant pour la raison suivante: capacité de captage d'eau potable et qui est de ce fait susceptible de porter atteinte à la salubrité publique. Oui. Imaginez. C'est surprenant parce que effectivement, moi je travaille juste à côté de l'usine en plus, donc je la vois tous les matins quand je vais au travail et on se dit mais ils arrivent à fournir je ne sais combien de bouteilles d'eau par an et il n'y aurait pas assez d'eau pour des nouveaux habitants. Donc c'est vrai que ça pose question. On est dans une région qui est réputée pour avoir de l'eau, beaucoup d'eau, et là on nous dit qu'en fait non. Voilà. Donc moi oui, je suis perplexe, je me demande ce qui se cache derrière tout ça. Voilà, on a un peu de mal à comprendre. Pour Danone, le problème est d'origine naturelle. Les nappes phréatiques se rechargeraient moins qu'auparavant. Selon un hydrogéologue cité par l'entreprise, sur une année pleine, le niveau des eaux souterraines ne serait d'ailleurs pas dans le rouge. Ce même hydrogéologue expliquait pourtant récemment que les problèmes d'eau à Volvic étaient dus au télescopage entre l'évolution de la ressource à la baisse et les prélèvements. En tant qu'élu local, Jacques Lamy a eu accès à de nombreux documents non publics sur le problème de l'eau. Et il ne comprend pas que Danone ait été autorisé à augmenter ses prélèvements durant les mois d'été, malgré la baisse de la nappe phréatique. On a une baisse effectivement dans des chiffres. Cette tendance à la baisse est confirmée aussi par les arrêtés préfectoraux qui sont pris sur le territoire pour limiter l'utilisation de l'eau et limiter effectivement les populations, les industries, les agriculteurs. Pour autant, il semblerait que ça ne touche pas l'industrie Danone puisque pendant ces mêmes périodes de restrictions, les captages de Danone, eux, augmentent jusqu'à 20% par rapport à leur habitude de prélèvement.
Jacques Lamy est convaincu que Danone aggrave le problème de l'eau dans la région, même si l'arrêt des constructions ne s'explique pas uniquement par les pompages. À Vittel, l'eau n'est pas le seul problème. Les déchets en sont un autre. Dans une forêt proche de la ville, des habitants ont découvert une immense décharge de déchets plastiques sur un terrain appartenant à Nestlé. Ils en ont informé l'entreprise dès 2014. Mais depuis, quasiment rien n'a été fait. Une des riveraines du site a fait appel au collectif citoyen. Ah bah voilà. Voilà, c'est là. Ah, les voilà. Ouais. Voilà l'objet du délit. Bah, on venait d'aller aux champignons. Et puis le jeune, il a dit, tiens, je vais monter la colline. Donc il a grimpé par l'autre côté. Puis en descendant là, il a dégringolé. Et il s'est dit, mais c'est pas de la terre qui a sous mes pas, ça craquait et tout. Et puis, pouf, il est tombé en bas. Puis il a dit, ah, mais c'est plein de bouteilles. C'est comme ça qu'on a découvert ça. Voilà. Donc, attention, c'est bon. Voilà, nous sommes dans la place. Et ça fait un délicieux bruit. C'est incroyable. Donc là, le plastique est complètement détérioré. Puis il y en a plein en dessous. Et il y en a plein en dessous. Ça, c'est quoi? Regarde-moi ça. Ah oui, c'est une galette. Ça, c'est les trucs qui vont dans la machine. D'accord. C'est épouvantable. Regarde celle-là. Oui, mais il y a le bouchon encore dessus, oui, effectivement. Voilà. Et puis là, il y a les, les cuissons de Vittel. GEMV. On ne peut pas se tromper, hein. Il n'y a que Vittel qui avait ce sigle. Donc voilà. Il y avait plusieurs hypothèses pour nous. Peut-être c'est une décharge assez ancienne, qui date de la fin des années 60, quand Nestlé se lançait dans la plasturgie des bouteilles. C'est à la demande d'Air France que la marque Vittel a développé la filière plastique, parce qu'Air France voulait des bouteilles en plastique pour les avions, parce que ça cassait pas, c'était pas dangereux. Là, il s'agirait plutôt, nous semble-t-il, et d'après Christiane, des essais qui étaient faits dans l'usine avant que ça tourne à plein rendement, quoi. Oui, oui. Donc ils ne savaient pas quoi faire de stock de bouteilles, et ils en ont enterré un peu partout. Donc on imagine qu'il y a d'autres cimetières bouteilles. Grâce à un autre renseignement, le collectif citoyen a pu découvrir une deuxième décharge sauvage de Nestlé. Dans la presse locale, le groupe reconnaîtra au total 9 décharges de déchets plastiques. Mais en réponse à nos questions, l'entreprise ne mentionnera que 4 décharges historiques datant des années 60-70. Elle souligne que Nestlé Waters n'a acquis la totalité de l'activité d'embouteillage que plus tard et qu'elle n'en assume la responsabilité qu'à partir de là. C'est dégueulasse. Nestlé affirme à présent vouloir nettoyer les décharges et précise que les premières analyses des sous-sols ne révèlent aucune anomalie. Ça dépasse l'imagination, quoi. On a du mal à s'imaginer la quantité qu'il peut y avoir sur tout le secteur. Et sur quelle profondeur, on ne sait pas, quoi. On ne peut pas laisser ça pour les générations futures en l'état, c'est pas possible. Ou alors il faut que ce soit balisé, tous les alentours de Vittel sont balisés comme zone polluée, c'est impossible, quoi. Et puis c'est des pollutions qui vont dans les nappes phréatiques. Hein. Voilà. Et qu'on retrouve après peut-être dans les robinets. Alors ce sera une manière de dire, il vaut mieux boire de l'eau en bouteille plastique que l'eau du robinet. Hein. Non, c'est vrai que ça interpelle de voir une telle décharge sauvage, parce que Nestlé, depuis 50 ans maintenant, essaye de construire une image verte. Hein, donc en disant respecter les sols, respecter une agriculture qui n'utilise pas les pesticides, les engrais, etc. Et quand on voit l'écart entre cette communication et les pratiques réelles de l'industriel, c'est écœurant. À Vittel, l'eau est source naturelle de vitalité depuis toujours. Pour contribuer à la protéger, nous avons planté des milliers d'arbres,
préserver 300 hectares de forêt et participer à créer un véritable refuge pour la nature en collaboration avec les agriculteurs et acteurs locaux. Et ça fait bientôt 30 ans que ça dure. Vitel, source naturelle de vitalité. Malheureusement, il faut que des associations telles que Vosges Environnement ou Anticor bougent pour qu'on nous dise « Ah bah si, Nestlé va peut-être faire quelque chose ». Je pense qu'il devrait y avoir des gens qui devraient tourner sur tous les terrains du secteur, vérifier ce qui est fait, ce qui n'est pas fait, et c'est eux, à la limite, qui devraient faire leur propre police. C'est eux qui devraient dénoncer ou qui devraient stopper. Et j'aimerais bien surtout qu'ils communiquent donc, sur ce qu'ils vont faire, autant qu'ils communiquent dans la pub. Voilà. À Lüneburg, dans le nord de l'Allemagne, la société Coca-Cola a creusé 2 puits grâce auxquels elle extrait depuis 2007 des eaux souterraines situées à près de 200 mètres de profondeur. Une fois mise en bouteille, l'eau est vendue en Allemagne sous la marque Vio. Pour augmenter sa production, Coca-Cola veut à présent ouvrir un 3e puits. En 2020, les autorités locales ont approuvé un forage d'essai de plusieurs mois, condition préalable à une procédure d'autorisation. Dans un contexte de dérèglement climatique, une initiative citoyenne, alertée par les expériences de Vitel et de Volvic, tente de s'opposer à ce 3e puits. L'eau appartient à tous les citoyens. Et c'est aux citoyens et à leurs représentants de décider de la manière dont cette eau est gérée. C'est quand il y a beaucoup d'eau qu'on peut se permettre de ne pas être trop regardant sur l'usage qui en est fait. Certaines utilisations industrielles ont effectivement un intérêt. En revanche, mettre notre eau en bouteille et la transporter aux 4 coins du monde, tout le monde voit bien que ça n'a aucun sens. Nous procédons aujourd'hui à un test de pompage en coordination avec les autorités locales. Nous allons pomper de l'eau en conditions réelles, comme nous le ferons quand nous exploiterons le puits. L'objectif est de vérifier si le pompage peut être réalisé en toute sécurité. Pour cela, nous avons prévu 85 points de mesure équipés de collecteurs de données qui mesureront les niveaux d'eau tout au long du test. Et les données recueillies serviront de base à notre demande d'autorisation de prélèvement. Il faut absolument ouvrir le dialogue sur la manière dont, ensemble, nous comptons utiliser les ressources en eau. L'eau est rejetée là où se trouvent les 2 personnes. L'eau pompée pour le test est rejetée dans un cours d'eau. Le test de pompage doit durer 77 jours, mais l'autorisation n'est pas très claire à ce sujet. C'est incroyable de voir autant d'eau s'écouler dans la nature. Toute cette eau suffirait à alimenter 2500 personnes pendant toute une année. Nous sommes fermement opposés à ce puits, car la recharge des nappes phréatiques diminue depuis le début des années 2000. Et les 3 étés de sécheresse que nous venons de vivre ont souligné cette tendance. Il faut à tout prix préserver ces ressources d'eau souterraine. Nous ne voulons pas en arriver à des situations comme en France, où des terrains constructibles ne peuvent plus être alimentés en eau potable. Il faut empêcher cela en amont, et nous utiliserons tous les moyens de l'état de droit pour obtenir un changement de paradigme politique sur cette question. Le forage d'essai doit déterminer si les prélèvements à venir sont susceptibles de faire baisser le niveau de la nappe phréatique. Actuellement, la région de Lüneburg dispose encore de réserves suffisantes. Jusqu'ici, Coca-Cola ne prélève qu'une part infime des volumes autorisés. Les plus gros consommateurs d'eau sont les particuliers et le secteur agricole. En France, certains responsables politiques se préoccupent d'ores et déjà de la question de l'eau. À l'Assemblée nationale, le parti La France Insoumise a demandé la création d'une commission d'enquête parlementaire sur le sujet. Elle est présidée par Mathilde Panot, députée du Val-de-Marne. On a demandé une commission d'enquête parlementaire parce que nous sommes inquiets sur la situation de l'eau, parce que nous disons que l'eau est l'enjeu numéro 1 du XXIe siècle, que le droit à l'eau n'est pas assuré dans notre pays et le sera encore moins si on ne modifie pas la Constitution et la loi en ce sens, parce que l'eau est en danger aussi du fait du dérèglement climatique, puisque les cycles de l'eau sont liés à ce dérèglement climatique, et parce que nous sommes inquiets de voir le privé faire main basse aujourd'hui sur l'eau, et donc faire main basse sur une ressource vitale, puisque 3 jours sans eau, et nous sommes morts.
Dans la commission d'enquête, il y avait un hydrologue. Il nous disait, maintenant, en France, il faut faire comme au Bénin. Eh bien, il faut faire en sorte qu'on économise chaque goutte d'eau dans notre pays. Nous sommes en avril 2021. La commission d'enquête de l'Assemblée nationale se déplace à Vittel pour se rendre compte de la situation. Des membres du collectif citoyen montrent aux députés les abords d'un ruisseau asséché. Pour eux, le lien de cause à effet entre les prélèvements massifs de Nestlé et les cours d'eau à sec ne fait aucun doute. C'est emblématique et effrayant en fait de voir qu'à cette saison, où normalement on devrait être un moment où il y a de l'eau dans les ruisseaux parce que la nappe, c'est le moment où la nappe est haute normalement à cette saison-là, et de voir qu'on a un assec à cette saison-là, c'est la preuve qu'il y a vraiment un problème et que les associations ont raison de lancer l'alerte sur cette question-là. Et moi, ce que j'espère de ce voyage, mais de la commission d'enquête, c'est qu'on arrive à donner des recommandations, des choses qui doivent changer dans la loi. Et je crois bien qu'il est temps en fait, d'arrêter les minéraliers. Une loi qui interdit de privilégier l'eau pour le profit à l'eau à la vie. Et j'espère qu'on aide à changer les choses sur cette question-là. Dans la région de Vittel, Nestlé extrait de l'eau pour 4 de ses marques. Les eaux Vittel Grande Source et Vittel Bonne Source sont particulièrement critiquées, car elles sont prélevées dans des nappes qui servent à l'alimentation en eau potable. Pour la marque Vittel Bonne Source, Nestlé prélève chaque année des centaines de milliers de litres d'eau de la nappe profonde. Le problème est que le niveau de cette nappe a déjà baissé de plusieurs mètres. Un fait que Nestlé ne nie pas. Sur son site internet, la société déclare pourtant « La gestion des ressources en eau est notre priorité absolue ». Nestlé Water se présente comme le gardien de la ressource, ce qui est d'ailleurs étonnant parce que même du point de vue du droit, il n'est pas gardien de cette ressource, il est simplement usager. Il est entendu qu'il est là simplement pour vendre de l'eau en bouteille. Cette entreprise n'a qu'une finalité, c'est de tirer un bénéfice de cette exploitation de l'eau. Il y a quelques années, en 2014, les bouteilles venaient dans le parc, les vaches mangeaient, les broutaient. Donc ça, c'est du PVC. Oh, ça veut dire que potentiellement toute la butte, là, c'est des bouteilles. Et on descend, il y a la même chose tout le long. Eh ben, une question intéressante, ça serait quand même de savoir qu'est-ce qu'ils vont faire pour ça, quoi. Oui, nous, on en connaît deux. Bah ouais, mais on peut leur demander ça en commission d'enquête, c'est bien. Mathilde Panot, présidente de la commission d'enquête, aimerait profiter de sa visite pour rencontrer des responsables de Nestlé Waters, la filiale du groupe dédié aux eaux en bouteille. Mais dans un premier temps, elle ne pourra s'entretenir qu'avec un groupe de syndicalistes. Pour l'instant, on a juste rencontré les syndicats, qui sont assez inquiets pour leur emploi, notamment parce qu'en fait, il y a deux choses. Il y a l'automatisation qui a fait qu'ils sont passés de 1300 emplois en 2011 à 950 à peu près aujourd'hui. Et puis il y a une deuxième chose, c'est qu'à cause de la mauvaise réputation qui est créée en Allemagne à la marque, eh bien, les ventes ont chuté en Allemagne. Et en fait, 100% de l'eau qui est prise dans la nappe profonde est exporté en Allemagne aujourd'hui. 100%. Donc, tout est exporté en Allemagne. Donc si les consommateurs allemands, à cause de la mauvaise publicité qui est faite à Nestlé, arrêtent de consommer cette eau, eh bien, ils se retrouvent à devoir baisser leur production. Donc c'est ça qu'on nous a expliqué. Autour de Vittel, 4 marques sont mises en bouteille. Contrex et Épar sont presque exclusivement destinées au marché français, alors que d'importantes quantités des marques Vittel Bonne Source et Vittel Grande Source sont vendues à l'étranger. Vittel Grande Source est principalement vendue en France, mais on la trouve aussi, entre autres, en Belgique et en Suisse. La marque controversée Vittel Bonne Source, en revanche, est intégralement exportée en grande partie en Allemagne, mais aussi dans d'autres pays d'Europe et du monde. Malgré plusieurs demandes de notre part, Nestlé refuse les interviews, officiellement à cause de la situation sanitaire. L'ensemble du site est classé monument historique. Depuis 1851, c'est des générations et des générations qui succèdent. Tout le monde dans le coin connaît la pisciculture, tout le monde y est allé pêcher enfant. Et chaque année, du mois d'août jusqu'à janvier maintenant, la pisciculture est à sec.
Et ça, c'est dramatique. Ce qu'on va faire avec la commission d'enquête, c'est bien évidemment investiguer sur le cas de Volvic. Et je suis particulièrement heureuse d'être là aujourd'hui parce que je crois qu'il n'y a qu'avec le nombre qu'on peut réussir à gagner des combats contre un système qui est le système Danone. À Volvic comme à Vittel, la contestation s'intensifie. Les habitants exigent que Danone restreigne sa consommation d'eau durant les mois d'été, comme ils le font eux-mêmes. Mais c'est énorme, c'est énorme. J'ai commencé il y a 3 ans tout seul. Aujourd'hui, quand je vois tous les gens qui s'intéressent à l'eau, ça me renforce dans ces procédures. Mais je me dis que vraiment, il faut arrêter. Marchandiser l'eau, c'est vouloir faire de la marche sur la vie. C'est complètement fou. Et tout ça pour encore une fois, pour faire du fric. Sans eau, comme j'ai dit tout le temps et que je le dirai toujours, sans eau, il n'y a pas de vie. Et je continuerai toujours à militer là-dessus, c'est que s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. Donc c'est pour ça, nous on est représentants de la pêche, on met tout le monde du milieu aquatique, on est les représentants du milieu aquatique aujourd'hui. À l'occasion de la Journée mondiale de l'eau, Édouard de Féligonde a organisé une marche de contestation depuis son exploitation piscicole jusqu'à l'usine de Volvic. Mais le groupe Danone ne fera aucune déclaration ce jour-là. Il est difficile de travailler sur ce dossier parce que certaines données ne sont pas communiquées par Danone ou par les services de l'État et on ne comprend pas pourquoi l'administration, c'est-à-dire les services de l'État, ont laissé faire Volvic à créer des forages profonds. Au fur et à mesure des années, le débit d'exploitation de ces forages a une disparition quasi complète en été des sources de fronde coulée. Pour la préfecture, les conséquences des forages profonds n'ont pas été suffisamment étudiées pour justifier une interdiction. La société Danone indique qu'elle travaille avec plusieurs partenaires régionaux pour protéger les réservoirs d'eau souterraine. À Lunebourg, de nombreux citoyens se rassemblent lors de la Journée mondiale de l'eau. Ils s'inquiètent de l'avenir de leur eau potable et manifestent contre les tests de pompage actuellement réalisés par la société Coca-Cola. Coca-Cola prévoit la mise en service d'un puits supplémentaire et a commandé une expertise sur les impacts que ces nouveaux prélèvements sont susceptibles d'avoir sur l'environnement. L'étape suivante sera la demande d'exploitation à long terme. Dans le district de Lunebourg, les autorisations de ce type sont du ressort du service de l'environnement. En consultation avec le public, comme l'exigent les directives régionales et nationales, ce service décidera si ces prélèvements peuvent être autorisés ou pas. Pour le moment, nous n'avons pas encore d'expertise. Les tests de pompage sont sur le point de s'achever, mais nous ne savons pas encore quelles conclusions il faudra en tirer. Et si nous obtenons des preuves que ces prélèvements n'entraînent pas d'effets négatifs, alors notre marge de manœuvre pour justifier un refus sera relativement réduite, car les nappes phréatiques contiennent des réserves d'eau. Et en principe, le législateur prévoit la possibilité de les exploiter à des fins commerciales. Nos options sont donc relativement limitées. Souvent, les gens disent aux élus du district « Vous n'avez qu'à dire non ». Malheureusement, ce n'est pas aussi simple que ça. Car, en l'occurrence, l'administration du district n'a aucun pouvoir. Seuls les politiques peuvent changer les lois. Mais pour beaucoup de citoyens, ils n'accordent pas suffisamment d'importance au problème du manque d'eau. Un élu du district n'est pas de cet avis. Nous sommes loin d'être inactifs. Cette question a été amplement débattue par le conseil de district. À la fin de l'automne dernier, nous avons écrit au Land de Basse-Saxe, qui vote les lois locales, pour lui demander de nous communiquer des chiffres actualisés, tenant compte des derniers développements. Nous avons aussi demandé une meilleure évaluation de la valeur de l'eau, ainsi que des mesures incitatives pour en faire un usage plus raisonné, comme une taxe par exemple. Mais seule une augmentation massive des taxes sur les pompages serait en mesure d'impacter le commerce très lucratif de l'eau en bouteille. Avec ce troisième puits, Coca-Cola a prévu de doubler ses prélèvements dans la région de Lunebourg et de porter ainsi le total de ses extractions à environ 700 millions de litres d'eau par an. Or, même avec un tel volume, Coca-Cola ne serait responsable que d'une petite partie des prélèvements autorisés dans les nappes phréatiques locales.
Le problème est que les autorisations se fondent sur des données obsolètes, qui ne prennent pas encore en compte le dérèglement climatique et les étés caniculaires. Je comprends très bien que les gens se préoccupent de l'avenir des nappes phréatiques. Au cours des 3 dernières années, on a constaté des changements importants sur les forêts et sur certains cours d'eau qui se sont en partie asséchés. Donc je comprends qu'on puisse s'inquiéter des effets négatifs de chaque prélèvement supplémentaire. Et c'est une très bonne chose que ce débat ait lieu. Débattre est la seule façon d'arriver à mettre en œuvre des changements pour l'avenir. Mais c'est aussi une question de volonté politique. Les questions dont nous sommes en train de parler sont des questions politiques. Elles ne peuvent pas être résolues au niveau administratif. Le problème est que les conséquences du changement climatique ne sont pas encore ancrées dans les lois. C'est la raison pour laquelle nous demandons un moratoire, c'est-à-dire un report de toutes les décisions relatives à la gestion de l'eau jusqu'à ce que les lois tiennent compte des données scientifiques les plus récentes, dont certaines doivent encore être recueillies. Reste à savoir à quel rythme le pouvoir législatif adaptera les lois sur l'eau au changement climatique. À Paris, la commission d'enquête parlementaire va commencer ses auditions. Les représentants de Danone et de Nestlé sont invités à prêter serment. Relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, impose aux personnes auditionnées la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc, mesdames et messieurs, à lever la main droite et à dire « Je le jure ». Je le jure. Je le jure. Je vous remercie. Je vais commencer à donner la parole à Nestlé Waters. Je suis Sophie Dubois. Je travaille pour le groupe Nestlé depuis 22 ans. 22 années au cours desquelles je me suis investie avec passion en faisant mien le principe fondamental du groupe qui est l'éthique dans la conduite des affaires. Les pourcentages d'export par marque, s'il vous plaît. Alors, dans les Vosges, il y a 67% des volumes vendus qui sont dédiés à la France et 33% pour l'export. Et à l'intérieur de l'export, l'Allemagne représente 60%. Et par donc, grande source et par, c'est très majoritairement la France, avec une petite partie à l'exportation. D'accord, merci. À l'instant, nous avons parlé avec les représentants de l'État. On avait parlé des décharges plastiques qui étaient d'au moins 2, en tout cas à notre connaissance, peut-être en connaissez-vous plus, que dès 2014, vous aviez prévenu les représentants de l'État. J'aimerais savoir qui vous aviez prévenu. Non, je n'ai pas dit qu'on avait prévenu les représentants de l'État dès 2014. Hein. J'avais simplement dit que on avait engagé un diagnostic de la situation sur l'ensemble du territoire de l'impluvium de Vittel et que nous avions informé l'État de nos investigations. Et je n'ai pas... Je me rappelle très bien, Madame la Directrice, parce que je vous avais même dit pourquoi, si vous le saviez dès 2014, vous avez attendu jusqu'à la fin de l'été pour faire le fameux rapport que vous êtes en train de faire pour savoir comment dépolluer ces décharges-là et quels impacts elles ont. On a engagé un diagnostic de la situation en 2019 on aura les résultats de l'ensemble de nos analyses cet été. Et nous avions informé la préfecture de nos investigations et de notre volonté d'avoir une action concertée pour résorber cette situation. Vous n'êtes pas tourné vers l'État et vous avez attendu 2019 pour commencer, mais toujours sans vous tourner vers l'État. Et donc, à peu près 7 ans après, vous commencez à parler avec l'État, c'est ça? J'ai bien résumé la situation? On n'a pas parlé avec l'État, en effet, de ce sujet jusqu'à récemment pour les informer qu'on lançait des investigations. D'accord, donc 7 ans après que le média l'ait révélé. Okay. Nestlé connaissait l'existence des décharges illégales au moins depuis 2014. Mais peu de choses ont été faites.
Nestlé a attendu 7 ans avant d'alerter les autorités. Depuis, des voix s'élèvent pour exiger plus d'interventionnisme de l'État sur les questions liées à l'eau. Ce qu'on constate peut-être aujourd'hui, ce que les acteurs réclament pour l'eau, c'est, j'allais dire, une recentralisation de l'autorité. Alors que ce soit sous forme de commun, que ce soit pour appeler à plus de puissance publique plus forte. Mais en tout cas, on a besoin d'une recentralisation autour de l'eau elle-même. L'eau, dans le droit, elle a d'abord été traitée à travers la question foncière. La ressource qui intéressait prioritairement, c'est la terre. Et aujourd'hui, on prend conscience du fait que l'eau, c'est une ressource à part entière. Le groupe Nestlé souligne qu'au cours de ces dernières années, il a pris l'initiative de réduire fortement ses prélèvements dans les nappes profondes de Vittel. Malgré cela, la baisse des nappes ne sera pas endiguée avant 2027. Certains pensent qu'il sera alors trop tard. À Volvic, c'est la justice qui doit statuer sur la responsabilité de Danone dans l'assèchement des sources et des ruisseaux. À Lüneburg, en Allemagne, on suit de très près l'évolution de la situation à Volvic et à Vittel. A priori, l'eau n'appartient à personne. Ensuite, il y a des usages de l'eau qui peuvent être privatisés, mais l'eau est un bien commun. Donc le droit à l'eau est pour moi un droit fondamental, comme le droit de respirer de l'air. Vous ne pouvez pas vivre sans respirer de l'air, mais vous ne pouvez pas vivre non plus sans eau. Ce n'est pas possible. Donc le droit à l'eau est un droit de l'humanité. Jusqu'à présent, les conflits au sujet des réserves d'eau potable ne concernaient que des pays lointains. Aujourd'hui, l'Europe prend conscience que l'eau ne coule plus de source.